La situation économique tendue, causes et conséquences, les budgets alloués à l'éducation nationale et la santé, quelle lecture en faire après le marathon budgétaire, la conjoncture politique sous-régionale et son impact sur le Sénégal. Pour en discuter, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 26 novembre 2023 Mohamedou Dia, journaliste, philosophe, écrivain, et Guy Silva Thiam, expert bancaire. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur iRadio. Dimanche 26 novembre 2023, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps. Je reçois donc aujourd'hui Mohamedou Dia, journaliste, philosophe, écrivain, ancien correspondant du Soleil à Paris en France, un peu partout en Europe. Et ensuite aussi Guy Silva Thiam, expert bancaire. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. La situation économique du pays semble très tendue depuis quelques mois. On entend partout les complaintes des Sénégalais qui parlent de la hausse des prix sur les marchés, la hausse aussi de l'électricité, bientôt peut-être la hausse de l'eau. Les factures même téléphoniques semblent être très salées pour beaucoup de Sénégalais. Parce que si vous achetez aujourd'hui 5 000 francs de crédit de Orange, l'impulsion, du temps d'impulsion est réduit. Tous les Sénégalais ont constaté que les factures, peut-être en catimini, ont été augmentées. Mohamedou Dia, vous êtes journaliste, observateur. Comment peut-on expliquer cette situation? Bonjour Alassane, bonjour M. Thiam, et bonjour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont plus tard. Je n'ai pas une baguette magique ou une boule de cristal pour dire exactement ce qui explique toutes ces hausses. Les causes. Les causes sont connues, les causes sont liées à la guerre en Ukraine et qui a impacté un certain nombre d'exportations, notamment les céréales, et de fil en aiguille, certaines productions comme le pain, etc., etc. Et puis le pétrole aussi, puisque, et à partir du pétrole, d'autres hausses, etc. Mais, je pense que ce n'est pas tout. Il y a aussi chez nous, ici, des spéculations qui se font, et c'est connu. Dès on est à la veille d'une fête Korité, Tabaski, Grand Magal, il y a des commerçants qui ne jouent pas léger, qui font des spéculations et qui manipulent les prix. Ça, c'est connu. Bon, maintenant, en ce qui concerne les prix qui sont fixés, comme par exemple le prix du pain, ça n'a pas bougé. Et pour maintenant l'électricité, bon, on a une bonne nouvelle depuis avant-hier avec le ministre de l'Énergie, Antoine Diome, qui annonce la suppression maintenant des 3 tranches donc, de facturation de la Sénélec. La troisième tranche. La troisième tranche, et bon, si la troisième est supprimée, donc il n'y a plus de tranche. On peut dire que c'est cette tranche-là qui était majorée par rapport à la consommation, ce qui dépassait, je crois, les 250 kWh. Et donc, on pense que ça va baisser, d'une manière ou d'une autre, les prix de Woyofal. Bon, pour les autres prix, nous sommes dans une économie ouverte. Le Sénégal est dans un monde mondialisé et nous sommes ici dans une économie libérale. Et donc, nous subissons les contre-coups qui sont des contre-coups mondiaux. Voilà, que faire avec? Guy Silva, vous êtes économiste, expert bancaire. Vous avez écrit beaucoup sur cette situation que nous sommes en train de vivre. Vous prédisiez cette situation. Oui, bonjour Hassan, bonjour M. Dia, bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Je suis désolé, comme je vous le disais à l'entame, je suis désolé d'avoir eu raison il y a 1 an sur ça. Par contre, on n'est pas surpris en fait. Si on est averti, on n'est pas surpris que les prix prennent l'ascenseur. Pourquoi? Parce que tout simplement, à un moment donné, nous vivons dans une économie qui ne produit pas. Nonobstant tous les autres facteurs exogènes, il faut qu'on arrête aussi de nous dédouaner sur les cours mondiaux du pétrole, les éléments exogènes. On ne les maîtrise pas. Sur l'Ukraine, sur la guerre. Chaque fois, Hamas, il y a toujours une excuse quelque part. Ce n'est pas des explications, ce sont des excuses qu'on donne. On donne des excuses, on donne des prétextes en disant oui, il y a la guerre en Ukraine. Oui, il y a les barils du pétrole. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait contre? La question d'abord, c'est nous, de manière endogène, des éléments sur lesquels nous avons le contrôle. Quel levier est-ce que nous utilisons intrinsèquement? On a, depuis 1960, on utilise la subvention pour maintenir les prix. Jusqu'en 2000, on avait la caisse de péréquation parce que l'État était acteur économique, c'est l'État qui importait
et contrôler la distribution des prix. On avait un ministère de commerce qui était important parce que c'est le ministère de commerce qui faisait le commerce. Les autres étaient des concessionnaires du ministère. Donc on avait un système qui existait. Mais aujourd'hui, ce système-là, il est dépassé. L'État ne peut plus agir. On ne peut plus continuer à subventionner sans évaluer le contre-coup de cette subvention-là. À un moment donné, l'État est devenu presque exsangue financièrement. Il faut qu'on trouve des contre-coups. On doit annuler ou réduire considérablement certaines subventions qui maintenaient le coût des denrées et de première nécessité, le coût des dépenses sociales à un niveau acceptable pour le Sénégalais. D'ailleurs, ce sont les 100 milliards qui étaient subventionnés à la Sénélec qui ont été enlevés, qui a produit cette flambée. Non, ça c'est comme c'est explication. encore voilà, c'est une explication, c'est une excuse qui est donnée. Mais 100 milliards sur la Sénélec qui te dit j'ai fait un bénéfice de 40 milliards, c'est pas les 100 milliards qui ont fait exploser le coût de l'électricité. Le coût de l'électricité, le FMI nous demande depuis des années de supprimer cette subvention-là. L'État a fait la sourde oreille, a fait le dur, entre guillemets, et a tenu jusque-là. Mais ce n'est plus tenable. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se mette d'accord pour dire que les subventions que l'État donnait, l'État ne peut plus le faire. Les subventions sur les denrées, l'État ne peut plus le faire. Aujourd'hui, on a un État qui est de moins en moins puissant sur le secteur économique. Pourquoi? Parce que tout simplement, M. Dia l'a dit, on est dans une économie libérale. Mais malheureusement, on n'a pas encadré la transition de notre économie du modèle socialiste à un modèle libéral. On n'a pas encadré cela et malheureusement, on subit les contre-coups. Économie libérale, mais il a posé une question fondamentale. Pourquoi on ne produit pas? Pourquoi au Sénégal, on est dépendant pratiquement de l'extérieur pour se nourrir? Vous avez 240 000 hectares de terre, de Saint-Louis jusqu'à Bakel, vous avez un fleuve, vous avez de l'eau, vous avez des terres, vous avez du soleil. Et encore, il faut que les crèmes tous pour qu'on s'enrhume. Le problème est le suivant, enfin le problème est connu depuis longtemps, hein. Ça a été diagnostiqué. Mais pourquoi il n'y a pas d'action? On connaît, mais on ne fait rien. L'érection des barrages de Manantali et des Diamants par les présidents. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Oui, mais justement, ces 240 000 hectares viennent de là. On les a, sont disponibles. On en fait quoi? Le problème, c'est qu'il faut passer de là à l'agro-industrie. Et avec nos parents qui sont les habitants donc, de le long du fleuve, pour convaincre les villageois pour que les terres deviennent des terres, disons, internationales, entre guillemets, c'est très compliqué. Et ensuite, la mise en valeur de ces terres, mais ça coûte une fortune que les populations locales n'ont pas. Ensuite, pour revenir sur ce qu'il disait tout à l'heure... Mais est-ce que pour nourrir la population, il ne faudrait pas mettre, s'il faut, 10 000 milliards sur le fond, mettre de la fortune pour nourrir les gens? Oui, mais ne pas dépendre de conjoncture internationale. Mais est-ce que nos États ont cet argent? S'il y a la mousson en Inde, le Sénégal ne va pas manger de riz. Ça dépend. On produit quand même depuis oui, mais c'est pas suffisant. Pas suffisant. C'est pas suffisant, mais l'agriculture, en tout cas. Mon problème, M. Dia, c'est qu'on a fait le diagnostic. On a dit les solutions sont là. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre les solutions qu'on trouve. Et deviennent des solutions introuvables parce qu'on n'avait pas en œuvre. Non, il y a un game changer, c'est un élément qui va changer les choses, c'est la production d'hydrocarbures. On a eu un retard, justement le FMI d'ailleurs qui a mené une mission ici il n'y a pas longtemps, ils ont reconnu que ce retard impacte négativement la croissance économique du Sénégal, qui était projetée pour l'année prochaine à des sommets. Bon, c'est encore un sommet, on est à 8,8% et le gouvernement, lui, table sur plus de 9%. Donc ces hydrocarbures, en ce moment-là, ça peut impacter la production d'électricité et ça peut, par décision souveraine du Sénégal, faire baisser certains prix. Bon, comme le font certains pays arabes, le prix, par exemple, du carburant en Arabie Saoudite, c'est presque rien. Et aux États-Unis, c'est maintenu à ces prix vraiment qui sont dérisoires sur le plan international. Mais parce qu'ils ont eux aussi du pétrole. Et d'ailleurs, ils en ont plus que tout le monde, mais ils l'ont gardé pour des raisons stratégiques. Le problème, c'est que le Sénégal ne pourra pas faire grand-chose avant d'avoir lui-même, comme l'a dit M. Thiam tout à l'heure, une production, disons, endogène. Et ça, il n'y a que les hydrocarbures qui vont venir, qui pourront être ce game changer-là, qui va peut-être booster l'économie nationale. À partir de cette production, si elle est bien utilisée, si les cibles pour l'atteinte de ce qu'on appelle l'émergence en 2035 est vraiment, voilà, disons, organisée et les gens mobilisés et le travail fait de manière rigoureuse. Mais pourtant, il y a des pays qui n'ont ni gaz, ni pétrole, aucune ressource.
mais qui arrivent à nourrir leur population. Israël n'a pas de gaz, n'a pas de pétrole, mais c'est un pays qui nourrit, qui exporte. Il y a pire. Regarde le Japon. C'est une terre volcanique. Oui. Et pourtant, ils produisent de quoi manger. Le problème, je ne pense pas que ce soit une question de ressources naturelles. La ressource n'est pas la richesse. La richesse, la ressource, elle n'est transformée en richesse que par les ressources humaines. Clair. Absolument. Nous, tant que nos ressources humaines ne sont pas orientées dans ça, on ne transformera jamais ces ressources-là en richesse. Quelle est l'entreprise sénégalaise, pour rebondir sur l'exemple de M. Dia, quelle est l'entreprise sénégalaise qui va intervenir dans l'exploitation de l'hydrocarbure? Aucune. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ces hydrocarbures-là qu'on va exploiter, ce sera comme l'or de Sabodala. Ce sera comme nos mines, nos ressources minières. On va avoir, entre guillemets, de manière schématique, on va avoir un aérodrome avec des avions qui vont prendre tout ce qu'ils vont prendre et qui vont l'exporter. Les entreprises qui vont venir, ce sont des entreprises boîte postale. Les banques vont juste recevoir le montant nécessaire pour assurer le fonctionnement du site sur place. Et après, l'exploitation va être transformée. On aura les miettes qui vont rester pour les populations et pour l'État. Avec justement le départ de Total de BP qui a ressourcé ses actions à Cosmos, il semble aujourd'hui qu'il faut tabler sur 2030 pour voir le premier entre guillemets baril de gaz être mis dans le pipeline de la Senelec. Il semblerait qu'il y a une divergence entre BP et le Sénégal. BP qui voulait commercialiser totalement la production, le Sénégal qui veut mettre la production d'abord dans ses pipelines. Ça vous paraît pas bizarre que depuis qu'on parle de l'exploitation du gaz et du pétrole, qu'il y ait eu énormément de rétrocession de licences? Oui, absolument. Il y a énormément de rétrocession de licences entre les premières entreprises qui étaient là et celles qui sont là. Et ça explique quoi ça? C'est-à-dire, tout le monde, ils font de la spéculation. On fait de la spéculation, on fait de la surenchère et on revend par rapport aux projections et par rapport aux perspectives. Et chacun vient, prend sa masse et se part. Au final, in fine, je pense que celles qui vont exploiter, ce seront essentiellement des entreprises sénégalaises, au final. Quand les autres auront fini de prendre toute la manne à prendre, le coût d'exploitation sera tellement élevé que le Sénégal ne se retrouvera pas. Le Sénégalais ne se retrouvera pas dans cette histoire-là. Mais on ne peut pas donner une concession, une licence d'exploitation à une entreprise et qui, au bout d'un an, de 2 ans, avant même de produire quoi que ce soit, renouvelle cette licence-là. Autant remettre cette licence à Assad, Assad va rétrocéder et enquête. Parce qu'il n'y a pas d'encadrement juridique. Il n'y a rien. On signe une convention, on lui donne les droits, on lui donne sans les obligations de production, ni les délais d'encadrement. Il n'y a rien. La licence, tu l'as, elle est cessible à tout moment. Donc, une fois que tu as travaillé, tu as mis un peu l'aménagement du site et autres, tu rétrocèdes et tu enquêtes son argent. Et tu pars. Cette situation d'argent, comme il l'a dit, elle est difficile dans ce pays. On voit les gens dire que l'argent ne circule pas. Il y a des difficultés d'avoir de l'argent. Certaines informations disent que la plupart des hommes d'affaires sénégalais aujourd'hui, en prélude de la présidentielle, thésaurisent de l'argent à domicile. Surtout des euros et des devises surtout. Ils ramassent des devises et les mettent ça dans les coffres forts à domicile. Parce qu'ils ne savent pas l'incertitude de la présidentielle. Ouais. 2 questions différentes. Ouais. Ce qu'il dit là concernant par exemple les spéculations, ça c'est justement lié au régime libéral qui est mondialisé. Les gens achètent des productions qui n'existent pas. Même pour le blé, pour l'ensemble des productions agricoles, avec la bourse, je crois, c'est à Chicago. Il y a des spéculations, des projections de spéculation. Oui, parce que les prix des céréales sont fixés à Chicago. Sont fixés, voilà. Et donc, nous sommes producteurs, par exemple, de niébé ou je ne sais pas quoi encore, et nous ne fixons pas les prix. Et ceux qui les fixent ne les produisent pas, et nous sommes à la merci de ces spéculations-là. C'est valable pour les hydrocarbures, c'est pareil. Mais nous pouvons intervenir pour avoir quand même une sorte de transformation locale. Le Sénégal a déjà utilisé le gaz pour produire de l'électricité. Il y avait un peu de gaz, je crois, vers Gagnadio, etc. Le puits de Gadiaga. Voilà, exactement. Et même il y avait même du pétrole avant, il y a très longtemps, mais c'était très peu et c'était du temps de Senghor et l'information n'avait pas été disséminée comme c'est le cas aujourd'hui. Mais ça, c'est une question de politique nationale. Mais avec des marges de manœuvre très limitées par rapport aux géants pétroliers mondiaux qui ont des surfaces financières qui dépassent les États. Et l'argent qui ne circule pas, comme on le dit de façon triviale. Mais ça, c'est une question sénégalo-sénégalaise. Depuis toujours,
on sait très bien qu'il y a des endroits vers Sandaga, vers, comment on appelle ça, Pak Lamba et autres. Les gens qui sont là-bas préfèrent garder leur argent dans les coffres forts. Pour des raisons évidentes. Évidemment. En 1980 à peu près, il y a eu une dizaine de banques sénégalaises qui ont fermé, faillite. Et on a créé la SNR, la Société Nationale de Recouvrement. Ces banques qui ont fermé, on peut les citer. USB, BCS, BSK, BNDES, BIAO. On peut faire la longue liste de ces que les jeunes d'aujourd'hui qui sont devenus adultes en l'an 2000 ne connaissent pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi toutes ces banques-là ont fermé? Pourquoi on fait faillite? Alors, pourquoi? On ne s'est jamais posé cette question-là. Et avant, l'ONCAD, il y a eu combien de milliards qui sont partis comme ça en fumée? Et on peut faire... Voilà, c'est le Sénégalais qui a un problème avec l'argent. Ça aussi, c'est une réalité. Et c'est un problème finalement culturel. Oui, mais il y a aussi que la présidentielle qui arrive, qui est pour beaucoup d'hommes d'affaires une incertitude. Certains ne financent plus parce qu'ils attendent de voir ce qui va se passer. D'autres vont ramasser des devises, ils les gardent chez eux. Mais ils ont... Au cas où. La même opération, d'une certaine façon, a été faite à la veille de la dévaluation de 1994. On se rappelle très bien, en tout cas, ce qui s'est passé. Bon, le Sénégalais, moi, mon analyse, j'allais dire même philosophique, c'est que les gens vivent de campagne, entre guillemets. Tout est campagne. Il y a une campagne électorale, les gens ne sont pas en train de voir ce qui va se passer, qui va gagner, qui ne va pas gagner, etc. Qu'est-ce que je peux avoir pendant cette campagne? La campagne de football, quand l'équipe du Sénégal est qualifiée pour le mondial, les gens qui courent, il y en a d'autres qui s'occupent d'autre chose. Comment gagner de l'argent dans cette situation? C'est un pays de campagne. C'est un pays de campagne. Et c'est valable dans tous les secteurs. C'est un pays qui fonctionne comme ça. C'est des gens, la campagne agricole, la campagne, etc. Il y a des spéculateurs qui sont dans la campagne agricole, qui financent parfois les paysans avant que la production ne soit là, qui font exactement ce que font les Occidentaux, donc dans ces grandes bourses occidentales. Et ce pays, c'est un pays de spéculateurs, il faut le dire aussi. Et l'argent en fait partie. L'argent aussi est une spéculation. Il y a des usuriers. Et bon, si on lit un vieux livre russe, Crime et Châtiment, Raskolnikov se décide d'aller assassiner une vieille usurière. L'usure, tout ça, c'est des réalités sénégalaises. Les prix, j'en ai parlé dès le début, qui fluctuent à la veille des grands événements sociaux. Ça, ce n'est pas les Américains qui nous imposent ça, c'est nous-mêmes. Mais quel est l'impact de cette rétention d'argent sur l'économie? Par exemple, les gens qui ramassent des euros, des dollars, qui mettent à coffre et qui attendent. Il faut comprendre de manière schématique. Les banques n'ont pas de l'activité économique, c'est le corps humain. Et la circulation de l'argent, c'est la circulation sanguine. Oui, c'est clair. Donc, si le sang ne circule pas, les membres sont sclérosés, les membres ne peuvent plus fonctionner. Aujourd'hui, c'est normal, à mon avis, c'est normal que les Sénégalais retiennent leur argent. Ceux qui retiennent leur argent, en fait, se posent la question suivante. S'il y a un changement de régime et que le nouveau régime se mette à la chasse aux sorcières, entre guillemets, ils vont aller voir sur nos comptes bancaires ce qui se passe. Nous tenant du pouvoir actuel. Si ils vont aller voir sur nos comptes bancaires, ils vont trouver l'argent sur nos comptes bancaires au nom d'Alsan Samoudium qui fait ça. Ils vont aller faire la chasse aux sorcières. Et donc, on risque d'avoir notre argent qui est bloqué. J'essaie d'éviter le maximum possible cette situation-là. Que je sois proche ou non. Mais ça, c'est ma spéculation. Et donc, je garde de l'argent chez moi, je fais mon bas de laine, je garde, et pour gérer un peu cette transition-là, le temps ou de faire de la transhumance, ou de voir comment est-ce que la situation va évoluer. Et quelles sont les conséquences sur l'économie? Les conséquences sont très simples. Si l'argent ne circule pas, il n'y a plus d'économie. Aujourd'hui, on est tous en attente. On attend. On attend, et si on attend, on ne dépense pas, on ne consomme pas, on se limite au strict minimum. Et donc, l'économie est au ralenti. C'est ça qui rend la situation tendue? La situation, elle va aller de mal en pire d'ici février. Tant qu'on n'a pas une bonne visibilité de ce qui va se passer, connaître les tendances et autres, personne ne peut ne pas avancer ses pions. Tout le monde attend. Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise ou pas, on est à l'échéance d'une élection qui n'a jamais eu lieu au Sénégal. Inédite, oui. Une élection sans le président en exercice, ça n'a jamais eu lieu. Et on est vers une élection de second couteau. Est-ce que cette incertitude-là, par rapport justement à on ne sait pas qui deviendra le président, peut pousser les hommes d'affaires à se dire, écoutez, bon, attendons de voir. C'est pas clair, les investisseurs, les extérieurs aussi, qui devraient investir, doivent aussi se dire, attendons. Bizarrement,
je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que les investisseurs étrangers ne vont pas investir par rapport à la stabilité. Non. Vous avez déjà vu des intérêts étrangers sérieusement menacés dans nos pays. Sérieusement. Je ne parle pas d'actions épisodiques, mais sérieusement menacés. Ça n'existe pas. Prenons le cas du Mali, prenons le cas du Niger. Lorsque les Français sont venus pour gérer leur activité économique, à Kidal, avec l'uranium du Niger et autres, là, il n'y a pas eu de problème. Zéro problème. En Côte d'Ivoire, malgré la crise, zéro problème pour les entreprises françaises et étrangères. Qu'on se dise, les investisseurs étrangers vont continuer à investir parce qu'ils sont sûrs que leur investissement sera protégé ou par leur État ou par les nôtres, en dehors des activités épisodiques. Mais sinon, il n'y a pas de danger. Maintenant, par contre, c'est nous qui posons problème. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, Alassane, mais Alassane ne peut pas avoir 2 milliards dans son compte bancaire et n'avoir aucune activité économique. Oui, c'est un problème. Son activité dépend de sa proximité du pouvoir. Et donc, lui, s'il sent qu'il y a un risque et autre, il va réagir comme un investisseur sur le marché financier et autre. Il va faire attention, il va retourner vers la valeur la plus sûre pour lui. Et la valeur la plus sûre pour nous, c'est notre matelas dans notre chambre où on garde notre argent, de manière caricaturale. Ça va arriver jusqu'à ce qu'on ait une meilleure visibilité de qui sera candidat et quelles sont les chances de ce candidat. Et là, vous allez voir que ceux qui ont retiré l'argent vont investir sur, comme il a dit, la campagne, mais cette fois-ci, une campagne électorale. Oui, non, mais c'est ce qu'il dit là, pour rebondir là-dessus. La mission du FMI du 31 août au 7 septembre met l'accent sur le fait que les événements assez terribles qui se sont passés ici à la suite des appels à l'insurrection, etc., qui ont eu un impact sur l'inflation des prix et sur le plan économique en général. Et ce qui fait que les prévisions donc, de croissance même ont été impactées négativement. Et le Sénégal a beaucoup souffert. Regardez toutes ces entreprises qui ont été pillées, voilà, les exactions qui ont été commises, l'insécurité qui s'est développée. Mais l'économie et les investisseurs ont besoin de paix et de sécurité. Et je crois qu'on reviendra là-dessus, d'ailleurs, tout à l'heure, sur les questions des budgets concernant, par exemple, certains secteurs. Et à cet égard, il faut se rappeler la phrase du Premier ministre, dès qu'il est avec le dernier remaniement, quand il est sorti du bureau, je crois, du président, en tout cas, il descendait les marches, et la première déclaration qu'il a faite, c'est qu'il a désigné un certain nombre de priorités. La première, c'est la souveraineté, et la deuxième, il a dit, c'est la lutte contre la cherté de la vie. Ça, c'est le Premier ministre qui l'a dit. Et tous les Sénégalais ont écouté, lutte contre la cherté de la vie. Bah, pour le moment, il n'y a pas l'action. Il n'y a pas de résultat. La vie devient de plus en plus chère. Laissons-le agir. Oui, mais il n'a pas encore gagné. Il n'a pas encore. Non, il n'a pas encore baissé à la fin. Mais pour le moment, ça veut dire simplement une chose. Il a conscience de ça. Bah, si son fief, c'est les parcelles, c'est la banlieue, et nous qui vivons à Dakar et dans les banlieues, etc., nous savons que la cherté de la vie n'est pas une fiction, c'est une réalité. Oui. Dakar est très cher. Quotidiennement. Et c'est lié aussi à d'autres facteurs endogènes. Tous ces jeunes qui s'en vont, par exemple, à un moment donné, à Bargny, on a dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont partis, mais ce sont des jeunes qui étaient des pêcheurs. Oui. La rareté du poisson et des produits halieutiques en général. Tout ça impacte l'économie nationale. Et l'économie nationale, c'est quoi? C'est nous. En tout cas, ce sont les producteurs, les consommateurs et les familles, les foyers. Et malheureusement, voilà. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Mohamedou Dia, journaliste, philosophe et écrivain, et Guy Silva Thiam, expert bancaire. Le deuxième point de notre débat, c'est par rapport au budget justement. On assiste à un marathon budgétaire à l'Assemblée nationale. L'éducation nationale est passée le ministère, le budget est en hausse de plus de 130 milliards de francs CFA. Mais ce qu'on a constaté, c'est que la plupart du budget de l'éducation nationale sert plus à payer les fonctionnaires, un budget de fonctionnement. Les abris provisoires continuent à avoir lieu dans certaines localités. Comment peut-on analyser toujours cette situation? Non. On parle de l'éducation de manière générale. Aujourd'hui, il faut qu'on nous dise, nous, qu'est-ce qu'on attend de l'éducation? Malheureusement, on n'a pas une politique d'éducation. Michel Dia l'a dit tout à l'heure, et c'est sur ce point-là où on est entièrement d'accord, c'est qu'on est un pays de campagne. On annonce des choses, on fait des slogans, on ne gouverne pas slogans. Le problème, ce n'est pas de dire j'ai mis 200 milliards dans l'éducation.
Si tu as mis 200 milliards dans l'éducation alors que tu n'as acheté que 4 tablements. Ouais. Oui, effectivement, à quoi servir ces milliards? effectivement, tu as 200 milliards, mais pour 4 tablements. Mais ensuite, il y a une question un peu qui me vient à l'esprit. Les députés à l'Assemblée nationale, ils servent à quoi? Ils ont été élus par les Sénégalais, ils doivent suivre l'argent qui a été investi par les Sénégalais. Mais on les voit que pendant les sessions parlementaires, ils sont là, il y a des invectives, ils se portent à la télé. Après, est-ce que l'argent qui a été mis dans le budget, ils le suivent pas à pas pour savoir si c'est un franc qui a été alloué à l'école de Sindjubambe est bien arrivé à bon port? Mettons-nous d'accord sur une chose. Oui. Les élections de liste n'élisent pas une personne. Élections de liste, il y a des députés, ils sont connus nulle part. C'est des députés qui sont là par la proximité qu'ils ont avec le chef. Je veux dire, les députés à certains conseils municipaux ne sont pas élus par les populations. Les populations votent pour une liste. Votent pour une tête de liste ou la personne qui représente cette liste-là. Et l'espoir qu'ils ont par rapport à ça. C'est tout. Mais les députés, ils sont là parce qu'ils sont là. Quand quelqu'un te dit à l'Assemblée, moi je suis le député de tel, moi je suis le député de tel, moi je suis le député de tel, c'est clair, ce n'est pas le député de sa localité. Mais si on revient sur le budget. Maintenant, le budget en tant que tel, le budget à l'éducation nationale, aujourd'hui, tu as énormément de fonctionnaires enseignants. C'est l'un des corps les plus importants du Sénégal. Mais notre objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend de notre éducation en fait? On va donner 900 milliards, 800 milliards, 1000 milliards, un tiers, un quart, 50% de notre budget à l'éducation. Pour faire quoi? Pour payer des salaires et payer des séminaires. Ouais. C'est tout. Sur toutes les questions qui vont être posées, on a fait des ateliers, on a fait des séminaires, on a fait des rencontres. La qualité de l'enseignement. Maintenant, il y avait le paquet à un moment donné qui a été vendu. On a vendu tellement de choses. Mais la question fondamentale, c'est nous, qu'est-ce que nous attendons à la fin de l'éducation des enfants? Quelqu'un qui fait son cycle élémentaire, moyen, secondaire, universitaire, à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Le gosse, il a fait le primaire, le secondaire, le lycée. Il n'est capable de rien du tout. Il a le bac, il n'est pas capable de s'exprimer. Il ne sait même pas, lui, quelle formation post-bac il va faire. Il n'y a pas un problème. C'est un problème, oui. Est-ce que nous devons tous aller à l'université? Est-ce que nous devons tous aller au lycée? Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas aller directement dans les collèges de métiers, les lycées de métiers? Fait-on de nos mains? Non. On ne fait rien de nos mains. C'est ceux qui sont à déperdition. Et pourtant, bizarrement, ceux qui sont à déperdition, ils ne sont pas mauvais, mais c'est ce qu'on leur enseigne qui ne leur convient pas. Tu vois quelqu'un qui est excellent en mécanique, qui est excellent en menuiserie, qui est excellent, mais ce n'est pas valorisé. On annonce partout, oui, on va faire des écoles de métier, oui, on a mis des centres en place. Et après, est-ce qu'on confie notre commande nationale, est-ce qu'on la confie à nos menuisiers locaux? Est-ce qu'on confie l'entretien de nos véhicules à nos mécaniciens locaux? Est-ce qu'on les encadre? Aujourd'hui, il y a combien de mécaniciens qui traînent dans la rue, avec des garages qui traînent dans la rue et qui impactent négativement le cadre de vie? Aujourd'hui, vous pensez qu'un mécanicien qui va se rouler par terre pour faire la vidange d'un véhicule, c'est celui-là qui arrivera à être autonome ou à avoir une activité pérenne? Il va travailler jusqu'à sa mort. Aucun mécanicien ne pense être retraité. Et d'ailleurs, ceux qui sont qualifiés, qui sont sortis des écoles de formation, partent au Canada ou ailleurs, parce que les Canadiens sont en train de chercher aujourd'hui les mécaniciens sénégalais, les chauffeurs de poids lourds qui sont en train de partir. Mais je donne un exemple. Depuis 1960, nos meilleurs bacheliers partent en France et au Canada. Est-ce qu'ils sont revenus? Jamais. Et pourtant, toutes leurs études universitaires ont été financées par l'État du Sénégal. Ça, c'est un gros problème, M. Dia. C'est un gros souci, ce problème-là. C'est l'enseignant que je suis, que j'ai été en tout cas pendant une certaine période. Oui, mais et l'enseignement qu'on enseigne à nos enfants depuis 60 ans, est-ce que ça a un impact sur l'économie du Sénégal? Est-ce que ça a servi à grand chose au pays? On a des littéraires, c'est bien, de faire la philosophie, de faire la sociologie, tout ça, c'est bien. D'accord. Mais après... C'est un problème, mais c'est un scandale d'ailleurs, parce qu'il l'a dit tout à l'heure, les meilleurs étudiants sénégalais, les meilleurs dans toutes les matières, mais ils partent à grande vitesse, ou alors une fois qu'ils sont dans des pays européens, ils ne reviennent plus. Alors, mais c'est parce que leur pays ne leur offre pas les garanties pour rester ici. En réalité, à l'époque, il y avait ceux qui avaient des bourses signé une convention donc, avec l'État du Sénégal pour revenir, mais il n'y a pas de suivi. Ceux qui ne reviennent pas, on ne doit jamais les chercher. S'ils n'ont pas de travail, il ne faut pas rester exactement. S'ils viennent ici, ils n'ont pas le niveau de travail, entre guillemets, par rapport aux diplômes et qualifications qu'ils ont. Par exemple, quand j'étais
à l'ambassade du Sénégal à Paris. En tant que conseiller, comment on appelle ça, conseiller donc de presse et conseiller culturel, je m'occupais aussi des étudiants. À l'époque, il y avait au moins 5 étudiants sénégalais qui étaient à Polytechnique Paris. Oui. Bon, j'en cite comme ça, il y avait Mbar Diop, le fils de Bator Diop, il y avait un certain Nakoulima qui est d'origine, disons, burkinabé. Qui est euphémie maintenant. Voilà, ce Nakoulima-là. Et comment je l'ai... Ousseynou Nakoulima. Comment je l'ai su? Parce qu'il avait gagné un prix ici au concours général. Et quand j'ai vu son nom, dans le Figaro, il était premier, je crois, en tout cas à l'entrée à Polytechnique, côté, je crois, sciences ou économie, je ne sais plus quoi. Et j'ai appelé là-bas pour lui dire, mais c'est un Sénégalais. Il me dit, non, c'est un Français. J'ai dit, oui, il est français parce que vous l'avez donné la nationalité, mais il est Sénégalais aussi. Et j'ai essayé d'avoir le cours avec Ibrahim Khan, qui est le seul qui est revenu pour s'occuper d'Air Sénégal. Et il y avait un autre Dem qui je ne sais plus où il est. Voilà. Donc, on n'a pas suivi. Le Sénégal, tout financé, leur école primaire, secondaire, et ils ont eu le bac, mention, je ne sais pas quoi, et ils sont partis. Et c'est le cas partout, y compris de nos profs d'université. Bachir Diagne aux États-Unis maintenant depuis 20 ans, Mamadou Diouf et autres. C'est un scandale. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il ne faut pas poser des questions sur le curricula, sur le contenu de l'enseignement qu'on donne à nos enfants? Est-ce qu'il est adapté à nos réalités sociales, culturelles, culturelles? Il n'est pas adapté. Du temps de Senghor, nous qui avions eu la chance d'être dans les écoles, ce qui était privilégié, évidemment, c'était les disciplines littéraires. Parce que Senghor agrégé de grammaire, voilà, tout le monde, pas nécessairement lui poussé à ça, non, mais nous qui étions des jeunes dans les écoles primaires, secondaires, etc., c'était un peu notre modèle. Et donc, on faisait le... D'ailleurs, ce sont les enseignements qui nous obligeaient à faire ça. Si vous pouviez, pour réussir à l'entrée en 6e à l'époque, si vous n'avez pas... si vous avez plus de 5 fautes en dictée, vous étiez éliminé. Aujourd'hui, paraît-il que la dictée n'existe plus. Il n'y a plus d'épreuve de dictée à l'entrée en 6e. Ça veut dire que... Ça rejoint ce que vous dites tout à l'heure. Mais pourquoi on ne fait pas la dictée en Wolof? Pourquoi on ne la fait pas en Pulaar? Mais je suis totalement d'accord avec vous. En Ndiago, en Diola? C'est là où est-ce que c'est bon de faire des fautes en français parce qu'on est sénégalais? Mais exactement. Est-ce que c'est pas un problème psychologique? Voilà le problème. On doit dépasser cela, et pour le dépasser, il faut que l'enseignement dans nos langues nationales devienne l'enseignement général. Parce que les jeunes là ne maîtrisent plus le français. C'est trop compliqué. Et puis, pourquoi maîtriser le français? Je sais pas, les Danois, ils sont, je crois, 6 millions, ils le font en danois. Les Chinois parlent chinois. Les Grecs, ils sont 10 millions, nous sommes 18, ils font en grec. Ils sont les seuls dans le monde à le faire. Et pareil pour les Hollandais, pour les Norvégiens qui ne sont que 5 millions ou plus. Les Suédois qui sont peut-être 8, mais pourquoi pas les Sénégalais qui sont 18 millions? Qu'on mette plusieurs langues nationales et qu'on le fasse comme ça. Et puis ensuite, rien ne nous oblige à ne pas nous ouvrir à d'autres langues internationales. L'anglais d'abord, puisque c'est celle qui est parlée dans le monde entier. Et ensuite le chinois. Et l'Inde, qu'on appelle ça leur langue là-bas, bon, ils font de l'anglais, mais ils ont aussi... L'hindi, par exemple. Voilà des langues d'avenir. Le mandarin. Voilà, le mandarin, mais aussi le portugais, puisqu'il y a quand même le Brésil avec 200 millions d'habitants, etc. Voilà. Mais, comme il l'a dit tout à l'heure, nous envoyons nos enfants dans les écoles avec quel objectif? Quel est l'objectif du Sénégal pour son enseignement, pour son éducation nationale? Moi, je pense que l'un des objectifs devrait être qu'une tranche de 70 à 80 ou 100, même 100, puisse lire, écrire et compter. C'est élémentaire, mais c'est fondamental. Mais qu'est-ce qui explique que depuis 60 ans, depuis les indépendances, 60 et quelques ans, on n'arrive pas aujourd'hui à enseigner nos langues nationales à nos enfants à l'école? Qu'on ne devrait pas faire les maths en Wolof, en Pulaar, en Serer, en Ndiago, en Diola? Pourquoi ça n'arrive pas? Quelle est cette incapacité à changer les choses? Est-ce que c'est dû quelque part à cette chape de plomb que les colons encore ont imposé à nos États? Mais il faut aussi qu'on soit réaliste. Nos langues nationales commencent à peine à être codifiées. C'est bon de dire que oui, nos langues nationales. On va l'utiliser de manière orale. D'accord. Mais la codification écrite, elle est toute récente. Enfin, quand on en parle, moi, l'alphabétisation, j'en ai entendu parler dans les années 90, où dans les quartiers, il y avait des centres d'alphabétisation autres, mais qui n'ont pas prospéré. Parce que l'objectif, ce n'était pas ça. C'était juste pour permettre aux femmes et autres de faire le travail. Mais à un moment donné aussi, il faut qu'on se mette d'accord sur le fait que le choix, il est libre. C'est-à-dire celui qui est élu, ceux qui sont élus, par rapport à leur programme, ils ont le choix. Moi, je leur concède ce paramètre-là. Ils ont fait le choix, on peut toujours en discuter, trouver une solution. Mais d'ici là, c'est un processus qui va prendre 20 ans, qui va prendre 30 ans. Mais qu'on l'entame, on est d'accord qu'on doit l'entamer.
on doit obligatoirement entamer. On ne doit pas juste se limiter à en faire des slogans ou des déclarations de plateau ou des déclarations de réunion. Non, on doit l'entamer et je me réjouis aujourd'hui de voir à l'Assemblée beaucoup de gars s'exprimer en Wolof et autres à l'Assemblée nationale. C'est bien. À un moment donné, je pense, il n'y avait que Lobat Fall qui s'exprimait en Poulard à l'Assemblée nationale, tous les autres s'exprimaient en français. Aujourd'hui, dans l'administration, on est de plus en plus à nous exprimer en Wolof dans les bureaux et autres. Ça arrive, maintenant, il faut qu'on se mette d'accord sur quelle est la codification à mettre en place et comment est-ce qu'on va l'enseigner dans nos écoles. Cependant, le problème, c'est quelle est la politique d'éducation. Une politique doit avoir une vision, mais doit avoir des objectifs visés. C'est pas juste, malheureusement, on est dans la scolarisation universelle. On pousse les enfants à avancer jusqu'en classe de terminale. On les pousse à avancer. Tu vois des gosses qui sont jusqu'en classe de terminale qui n'ont aucun diplôme intermédiaire. Le certificat, il a disparu, il a transité. Le gosse, il passe en classe supérieure. Le BFM, pareil. Tu vois un gosse qui va aller jusqu'en classe de terminale, il n'a ni le certificat ni le BFM. Et on déclare des taux de scolarisation ahurissants. Tu vas dans les établissements. Moi, je suis de Pikine. Quand je vois certaines écoles élémentaires de notre temps qui sont devenues des CM A et B en même temps, alors qu'il n'y a que 3 ou 4 salles de plus, et c'est devenu 3 établissements. Ça n'a pas de sens. On va dire dans nos chiffres, on a 2 CM, l'école élémentaire reste, mais en termes de salles disponibles, on se retrouve avec 3 salles de plus. On a des classes qui font 80 à l'école. Je pense de plus en plus aujourd'hui, tout le monde va dans le privé. Le privé même commence à avoir des classes de 50, de 60 élèves. Oui, mais ceux qui ont les moyens. Non. Là, maintenant, ce n'est plus ceux qui ont les moyens. Là, maintenant, ça devient généralisé. Il faut vraiment ne plus avoir le choix pour envoyer son enfant à l'école primaire. Ça pose la même question aussi concernant la santé. On a vu le budget aussi de la santé. À chaque année, il y a des hausses. Mais on investit beaucoup dans le matériel. Mais les populations, quand même, n'arrivent même pas à acheter le ticket pour se soigner. Oui, ça c'est un débat de fond. Moi, je vais relever les chiffres pour la santé. Je crois qu'ils ont eu une hausse de 9%. Et les hôpitaux avec beaucoup de gros cylindrés, les hôpitaux, les plateaux, très bien. Non, il y a eu des hôpitaux. Mais si vous avez des plateaux, les malades n'ont pas les moyens pour se soigner. C'est un gros souci. Non, mais ça c'est absolument vrai. Mais l'État a quand même fait des efforts remarquables. Par exemple, il y a la polyclinique de, comment s'appelle-t-elle, de l'hôpital principal, qui est en train d'être finalisé. Hein. C'est réel maintenant, ça prend forme. Oui, mais est-ce que le paysan de Mbadakhoune a accès à cette clinique? Oui, mais il y a les hôpitaux dans toutes les régions maintenant de niveau 3, hein, que ce soit à Touba, que ce soit à Kaffrine. Le président les avait inaugurés. Les prix sont chers. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, ce n'est pas seulement les hôpitaux, de les construire. C'est très bien de mettre du matériel de dernière génération. Mais maintenant, il y a des coûts d'accès. On vous dit que si vous devez faire une radio, c'est tant, etc. Et c'est là le problème nous rattrape, pour ainsi dire. Donc, que faut-il faire? Bon, en ce qui concerne la santé vraiment n'a pas de prix. Bon, mais elle a un coût. Et le coût, c'est ça le problème. Ce qu'on devrait faire, à mon avis, c'est les santé, comment on appelle ça, les cases de santé. Il faut développer cela. Et dans les régions, dans chaque région, qu'il y ait vraiment un hôpital ou deux selon la taille démographique de la région, des hôpitaux vraiment de niveau, voilà. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas davantage investir dans la prévention? Oui, absolument. Mieux vaut prévenir que guérir. Ça, c'est ce que dit donc l'adage, pour ainsi dire. Et effectivement, nous, quand on était jeunes, dans les écoles même, on nous faisait des vaccinations. Dans toutes les écoles primaires du pays. Et ça, c'était très très bien. Ça a sauvé certainement beaucoup de monde. Et un scandale est que aujourd'hui, l'école publique ait perdu son lustre d'antan. Ça, c'est un scandale. Avant, n'aller dans les écoles privées que ce qui échouait. Il faut dire ça tellement, comme ça, et brutalement. Nous, il était hors de question d'aller dans une école privée. Les écoles publiques étaient meilleures. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis pour que les écoles publiques maintenant deviennent les pires et que les écoles privées qui n'ont de meilleures que la publicité? Parce qu'en réalité, si vous regardez bien les notes, moi je regarde parfois pour mes neveux, etc. Bon, il y a un problème. Il y a un problème. Ces écoles privées-là n'ont de prestige que, que dans la population, pour ainsi dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour éviter des engorgements dans les hôpitaux, il ne faudrait pas que l'État ait une politique plus ardue de prévention? Non, c'est clair que les populations soient éduquées dans la prise en charge de leur santé. Pour que cette prévention-là soit
opérante et soit efficace, Oui, il faudrait que tu aies confiance bien sûr. aux messagers. Absolument. C'est clair. La vaccination de la Covid, qu'on le veuille ou non, n'a pas réussi. Parce que les Sénégalais n'avaient plus confiance au discours qui leur était servi. Ça, c'est un fait. Maintenant, cette prévention, on va la lancer, mais celui qui va te lancer, qui va te donner la prévention, si tu ne lui fais pas confiance, ça ne marchera pas. Deuxième élément, on dit oui, on a construit des hôpitaux. Mais un hôpital, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment. Tu vois, prenons le cas du centre de santé. Tu vas dans le centre de santé de Djouloulou. Tu peux passer devant 18 fois, tu ne le reconnais pas. C'est des postes de santé qui sont érigés en centre de santé. C'est pour les statistiques. C'est pour les statistiques. Aujourd'hui, on a rasé l'hôpital de Dantec et transféré tout ce qui est hémodialysé à Daladiam. La machine est en panne. C'est honteux de dire la machine est en panne au Sénégal. Là, une seule machine. Aujourd'hui, je suis désolé, tu as des hémodialysés ou bien des qui sont malades, qui doivent faire des dialyses et autres. Ils font faire la queue pendant combien de jours? Tu t'inscris pour espérer le faire. On te dit, le scanner est en panne. Va en face ou va de l'autre côté des cliniques privées pour faire ton scanner à 70 000, 80 000 fois plus. IRM, n'en parlons même pas. Tu demandes les éléments, on te donne rendez-vous dans 2 mois. Tu es malade, tu es alité, on te donne rendez-vous dans 2 mois. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il est très important d'investir beaucoup dans la prévention pour éviter justement d'aller jusque-là? Il y a des éléments qu'on peut gérer par la prévention. Mais un malade du cœur, un malade du cancer, un malade du rein et autres, ce n'est pas la prévention son problème. Et deuxième chose, on n'avait pas voté une loi pour interdisant de fumer dans les lieux publics et autres. On ne fume pas dans les lieux publics. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que nos lois, je suis désolé, nos lois d'interdiction ne sont appliquées par personne. Par personne. Et ceux qui sont chargés d'appliquer la loi ou de faire appliquer la loi ou de sanctionner ceux qui l'ont fait dans la voie publique, la police et autres, les forces de l'ordre, passent à côté et sont passés à autre chose. C'est-à-dire, on a tout banalisé dans ce pays-là. Et malheureusement, je suis désolé, mais ça ne marche pas. On ne peut pas construire des bâtiments. Polyclinique, on va mettre un bâtiment. Oui, le bâtiment, il prend forme. Non, il y aura aussi des machines de dernière génération. Oh, ça, c'est la déclaration. Aujourd'hui, tous les Marocains et Tunisiens qui venaient à la faculté de médecine pour faire les études, leurs professeurs sont toujours là, mais leurs professeurs sont incapables de traiter certaines pathologies que leurs étudiants traitent au Maroc. Quelle est la différence? Tunisie, Maroc, oui. Quelle est la différence? On exporte des malades là-bas. C'est l'équipement. La différence, c'est l'équipement. Donc, un hôpital, on n'investit pas dans le bâtiment. Ce n'est pas une maison. En ressources humaines. On investit en ressources humaines compétentes, qualifiées, avec beaucoup d'empathie et en équipement. Mais malheureusement, on fait beaucoup d'investissements dans le matériel d'administration. Désolé. Ça nous permet d'aller au troisième point, la conjoncture internationale. Quel impact sur le Sénégal? Ce qui s'est passé en Guinée la fois dernière, la Guinée et le Sénégal, c'est pratiquement 2 pays siamois, au côté du Mali, du Niger. Quel impact sur le pays? Disons que ça, c'est une conjoncture internationale de proximité. Oui, on va l'appeler comme ça. Les voisins. Effectivement, que ce soit au Mali, ces 2 pays d'ailleurs sont les pays, à mon avis, les plus importants pour le Sénégal. C'est le Mali et la Guinée. Et la Guinée-Conakry. Oui. On a la petite Guinée-Bissau, entre guillemets, petite par la taille, mais grande pour ce que ce pays a fait contre les Portugais colonialistes. La Gambie, c'est un petit bassin, mais c'est un bassin où il y a des sommités intellectuelles en Gambie. Voilà, ça, une fois que c'est campé, la Mauritanie aussi. Voilà, nous n'oublions pas la Mauritanie, qui est plutôt plus calme en tout cas que le reste. Alors, au Mali, ce qui se passe, là, pour la première fois, en tout cas en ce qui me concerne, je donne un bon point donc à la junte, la reconquête de Kidal, qui était entre les mains des rebelles pendant 11 ans. Maintenant, ça c'est très bien, mais ils ont réussi sur le plan stratégique à mettre un gouverneur, Elhadj quelque chose comme ça. Agali. Non, c'est Gamou, c'est Gamou, commandant Gamou, colonel Gamou. Et les rebelles, en fait, n'ont pas été battus, mais ils ont quitté la zone, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. L'accord d'Alger jusqu'à présent n'est pas réalisé, enfin sur le terrain, ainsi de suite.
Le Mali n'est pas encore stabilisé. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont gagné parce qu'ils avaient un peu d'aviation avec Wagner et les Russes. Et aussi des armes que les rebelles n'avaient pas. Bah, c'est peut-être un bon point. En tout cas, nous, Sénégalais, on a intérêt à ce que le Mali soit stabilisé, soit dans la paix. On a la même chose, on a le même intérêt qu'il en soit de même en Guinée. Mais en Guinée, bon, il y a une chose qui est assez bizarre, c'est cette évasion, entre guillemets, de Dadis Camara et des autres, qui ont été repris sans aucune difficulté, sauf le colonel Claude Pivy, qui a disparu. Qui est encore dans la nature. Voilà, il est dans la nature. Et donc, bon, il paraît que ceux qui sont venus avec des armes ultra sophistiquées, lourdes, et qui sont partis pas très loin. Moi, je connais Dadis Camara à l'époque quand il était là-bas. Ça m'étonne fort que s'il avait vraiment décidé de s'enfuir, qu'il se fasse rattraper comme ça. Il y aurait eu un carnage certainement. Pourquoi il n'y en a pas eu? Donc ça, c'est des questions, mais ce sont des questions qui sont posées aux Guinéens eux-mêmes. Ce procès qui n'en finit pas non plus. Et est-ce que mais qui ont un impact sur le Sénégal. Bien sûr, mais tout ce qui se passe en Guinée a un impact au Sénégal et sur le Sénégal. Donc il faut que nous suivions donc ce qui se passe en Guinée, mais vraiment avec beaucoup de vigilance, parce que les frontières sont poreuses et que nous avons intérêt, nous, à préserver notre quiétude et notre sécurité, parce que ça, en fait, le problème, et que au sein de la CEDEAO, que les gens puissent circuler, les hommes et les biens, et aussi bien pour le Mali qui dépend beaucoup de nous pour ses importations. Il y a je ne sais pas combien de centaines de camions maliens tous les jours qui donc font le trajet. Et nous avons intérêt à ce que le chemin de fer Sénégal-Mali, Dakar-Bamako reprenne du service, soit reconstruit et qui n'aurait jamais dû être d'ailleurs démantelé. Parce que nous avions subi les injonctions et les oukases, il faut le dire, des institutions de Bretton Woods. Ils disaient que ce n'était pas rentable. Mais en France, la SNCF n'est pas rentable, mais elle continue à fonctionner. Et dans tous les autres pays. Alors, parce que y a justement ça, on aurait dû en parler du point de vue économique. Les subventions sont incontournables. On ne peut pas faire zéro subvention. De manière détournée, les grands pays capitalistes comme les États-Unis, la France, etc., font des subventions. Par exemple, là, pour l'électricité, en France, ils laissent les prix flamber, mais ils ciblent les populations les plus vulnérables, précarisées, et l'État français leur envoie des chèques énergie, carrément, pour les aider. Donc, c'est une autre façon de contourner cette hausse non maîtrisée de l'électricité. Ce qui se passe dans la sous-région, l'impact sur le Sénégal aujourd'hui. Le vrai impact visible que tout le monde a aujourd'hui, c'est la militarisation à outrance du Sénégal. Qu'on se le dise. Il y a une militarisation à outrance du Sénégal. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de gens. L'insécurité sous-régionale fait que le Sénégal investit beaucoup. On investit beaucoup et on rend visible. Oui. C'est juste qu'on ne faisait pas il y a 5 ans. Avec les camps qu'on a créés à la frontière et tout ça. Là, on est dans la militarisation à outrance. Les drones. Aujourd'hui, au dernier défilé, à la dernière fête de l'indépendance, on a montré la précédente pareil. Aujourd'hui, le Sénégal s'arme et montre qu'elle est armée. À qui? C'est pas aux Sénégalais. C'est pas aux Sénégalais. En fait, l'insécurité sous-régionale a un coût sur le budget du Sénégal. Sur le budget du Sénégal. Aujourd'hui, le budget des forces armées a explosé. Ah oui, 330 milliards. On est dans le surarmement du Sénégal. Est-ce qu'on a le choix? Ah, mais bon. En tout cas, c'est une orientation qui est prise par les tenants du pouvoir actuel. Est-ce que cette orientation-là n'impacte pas les secteurs sociaux qui devaient être soutenus? Ah, mais évidemment que quand quelqu'un qui avait 150 milliards de budget passe à 300 milliards, passe du simple au double, il faudra puiser ailleurs. C'est des orientations qui ont été faites aujourd'hui par mesure de sécurité et montrer aux autres que nous sommes en mesure de nous défendre. Vaut ce que ça vaut. Et donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé en Guinée, ce qui s'est passé au Mali... Et sur le plan social, on a vu quand même beaucoup de gens de la sous-région, de jeunes de la sous-région venir au Sénégal. Des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés. Les Jakartamans, la plupart d'entre eux conduisent, c'est des jeunes étrangers. Est-ce que l'insécurité là-bas n'a pas poussé à chercher du travail au Sénégal? C'est des jeunes étrangers, c'est des jeunes Sénégalais qui n'ont pas d'autre métier. On a toujours eu des ressortissants de la sous-région à plein au Sénégal. Et ça faisait partie de nos valeurs et de nos qualités. Oui, mais avec l'insécurité, est-ce qu'il n'y a pas un reflux? Évidemment que tout le monde va venir vers quelque chose qui est plus simple. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Mais la sécurité, c'est vraiment... Voilà.
c'est l'ultime défi. On ne peut pas avoir quoi que ce soit sans sécurité. Et on a été victime, quand même, il faut le dire, de tentatives d'actions terroristes au Sénégal. Et ces actions-là, bon, ont été suscitées avec certaines radicalisations de certains partis politiques ici, à un moment donné. Et on a arrêté plein de gens. Et les enquêtes qui sont en cours montrent que le Sénégal, quand même, était très, très, très menacé. Alors, la réponse, évidemment, c'est une réponse sécuritaire. Il faut que l'armée sénégalaise, qui est déjà au top, mais soit encore mieux armée, pour ainsi dire. Eh bien, on connaît l'adage latin, si vis pacem, para bellum. Quand on veut la paix, on prépare la guerre. Point final à notre émission. Merci à Mouhamadou Dia, journaliste, philosophe et écrivain. Guy Silva Thiam, expert bancaire. Au micro, Alassane Samba Diop, technique Biran Cissé. Excellent dimanche à tous.